Donc, on va donner suite à notre cycle de conférences sur le temps des pandémies, questions sur la subjectivité contemporaine. Pour aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir parmi nous Marika Bergès-Boone. Nous aurons, donc, je pense que je n'aurai même pas besoin de la présenter. C'est une psychanalyste connue, surtout de la clinique de l'enfant, mais pas que. Et donc, membre de l'association lacanienne internationale. Elle aura comme discutante Dominique Janin-Duc, qui sera aussi parmi nous par Zoom. Elle n'est pas présente ici à la Maison d'Amérique latine aujourd'hui. Donc, parce qu'elle est à Grenoble, tout à fait, me rappelle Angela. Alors, je voudrais lire le titre donc, du propos de Marika Bergès, c'est « Les 5 mèmes le matin, les 5 mèmes à midi, les 5 mèmes le soir, c'est trop ». Donc, voilà, je passe la parole à Marika Bergès en lui remerciant d'être là et d'avoir accepté. Voilà. Alors là, c'est comme ça. Bon, on m'entend? Oui? Oui. Bon. Alors, merci de m'avoir invité dans ce séminaire, justement donc autour de la pandémie. Donc, il m'a été demandé par Roland Chemama de parler de la pandémie et des enfants. Alors, d'abord, je vous donne quelques discours d'enfants et d'adolescents à propos de la pandémie. Donc, la petite fille qui a 7 ans et qui dit « les 5 mèmes le matin, les 5 mèmes à midi, les 5 mèmes le soir, c'est trop. Je voulais voir mes copines et puis le télétravail, c'est nul parce qu'il ne fallait pas faire de bruit et puis il n'y avait personne dans la rue. » Antoine, 7 ans. C'était difficile parce que les parents, ce n'est pas des vraies maîtresses. Et puis, j'ai peur que ça recommence et puis on ne voyait plus les copains. J'ai peur que ça dure toute la vie. Et puis, les tests, j'en ai fait 16. Basile, 10 ans. J'ai peur que ça finisse jamais, qu'on ne revoie jamais le monde sans Covid, que les enfants qui viennent de naître ne connaissent que des gens avec des masques et qui ne connaissent pas un monde sans Covid. Et puis, j'en avais marre de voir toujours les mêmes têtes. Si on pouvait envoyer le Covid sur la Lune, ce serait bien. Hélène, 7 ans. J'ai peur pour papa parce qu'il est vacciné, mais il peut l'attraper et il peut mourir parce qu'il a eu une maladie, il est fragile. Alors j'ai peur. Arthur, 14 ans. Le confinement avec ma famille, j'ai aimé. Ça nous a rapprochés, on faisait des jeux, du sport. Mon grand-père a été hospitalisé et j'ai eu peur qu'il meure. Marius, 10 ans. J'ai fait un cauchemar. Le Covid se transmet par Internet. Clara, 12 ans. J'ai bien aimé le confinement, c'était reposant. Et puis on a adopté le chien. Quelqu'un qui n'a pas fermé son micro. Quelqu'un n'a pas coupé son micro. Christine Bonnet n'a pas coupé son micro, voilà. Merci. Et puis on a adopté un chien pour pouvoir sortir. Mais quand est-ce que ça va se terminer? Louise, 12 ans. C'est sa grand-mère qui s'occupe d'elle parce que les parents travaillent loin. Très angoissée, accrochée à sa grand-mère, toutes les deux en larmes. Je n'ai qu'elle, je vis avec elle, je ne veux pas qu'elle meure.
a décidé de ne pas aller à la cantine pour ne pas contaminer sa grand-mère. Et elle dit, quand les vaccins sont arrivés, j'ai cru que ça allait sauver le monde. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. Mais non, j'ai peur d'avoir le Covid. Étienne, 17 ans. Le vaccin, c'est pour notre bien. S'il y avait eu un vaccin pendant la grippe espagnole, il y aurait eu moins de morts. Et puis, on fait plus attention maintenant pour la planète. On pollue moins. Il faut faire attention au gaspillage, l'eau par exemple. Il n'y en aura plus pour tout le monde bientôt. Lucien, 14 ans, c'était bien le confinement. On n'était pas obligé d'aller à l'école, pas obligé de sortir, rien qu'à la maison avec les écrans. Les parents ne disaient rien parce qu'ils étaient en télétravail. Aucune règle, super, pas de prof, les copains au téléphone. Ça, c'est le discours phobique typique, ravi du confinement. Tous les phobiques ont été ravis du confinement et le redemandent. Et je termine par le discours d'un père qui me dit, alors il consulte pour son fils de 4 ans qui fait des crises, et il me dit, j'ai fait des ricochets avec mon fils de 4 ans pendant tout le confinement en Bretagne, c'était délicieux. Et 3 jours après, il m'appelle et il me dit, il faut que je vienne vous voir, moi. Comment m'a-t-il dit ça? Donc, il fait une demande personnelle de thérapie parce que je pète un plomb devant la planète qui se déglingue à toute vitesse. Alors, comme vous l'entendez, donc, on est dans une alternance d'angoisse et d'angoisse exprimée et de repli plutôt phobique, dans un pseudo-confort dont les enfants connaissent le caractère illusoire et éphémère. On entend bien dans ces discours d'enfants et d'adolescents l'inquiétude, l'angoisse pour certains, d'un monde qui a changé et qui ne sera plus jamais le même. Et puis cette question, jusqu'à quand? Est-ce que ça finira un jour? Mais curieusement, chez les enfants, pas de recherche du coupable, entre guillemets, pas d'acrimonie, pas d'illusion, mais pas de théorie complotiste non plus. Juste un constat lucide sur un avenir incertain. Alors, j'ai divisé mon topo en 3 parties. 1, les thérapies d'enfants. 2, le scolaire. Et 3, la question de la mort. Alors, comment les thérapies d'enfants ont-elles pu s'organiser pendant le Covid? Un des premiers effets du confinement a été l'annulation importante des rendez-vous d'enfants par les parents, comme si les enfants ne pouvaient s'exprimer en l'absence du corps, de la voix, du regard de l'analyste. Et puis, les parents ont rappelé, car leur enfant avait quelque chose à dire et que WhatsApp permettait ce lien visuel et sonore. Et en effet, les enfants se sont emparés très vite de cet outil, ravis de nous exposer leur quotidien et leurs objets familiers. Leur chambre, leurs doudous, leurs frères et sœurs, leurs canaris, leurs lapins, mais aussi leur père et leur mère dans des activités diverses, dans la cuisine, en télétravail. Donc, on s'est trouvé avec des parents, on s'est trouvé très proche des parents, alors qu'habituellement, pendant les séances de thérapie, ils vaquent à l'extérieur du cabinet. Un rapproché, donc, un accès au familier de l'enfant, à son monde, Lego, garage, train, voiture. Une intimité très particulière pour l'analyste, immergée dans le lit familial, dans le nid, et le lit aussi. C'est drôle, bien. Ça m'a échappé parce que c'est vrai qu'il y en a un qui m'a montré, c'est vraiment le lit. Donc, un réel ou une réalité qui n'empêchait pas les enfants de continuer à parler de leurs soucis et de leurs questions. De toute manière, avec l'enfant, la thérapie est loin d'être tranquille. L'enfant circule dans la pièce, s'empare de ce qui l'intéresse, saute, vire, s'allonge, enlève ses chaussures, a soif, va aux toilettes, ouvre les tiroirs, chipe des objets, bref. Donc finalement, peu de différence dans le mouvement avec les séances WhatsApp
où l'enfant nous faisait visiter son appartement et ses occupants. Donc, ce scénario classique, ce scénario de thérapie en mouvement, si je puis dire, est classique avec l'enfant, où les objets voix, regard, motricité, oralité, analité sont sans cesse convoqués, entremêlés, joués dans leur corps sexué. Le sexuel et le pulsionnel circulent dans la pièce en même temps que l'enfant qui parle et qui se raconte en nous mélangeant des surprises. Ah oui, cette nuit, j'ai vu un extraterrestre. Et puis, j'ai rêvé que papa était mort parce que l'appartement avait brûlé, le tout sur un pied ou en faisant une cabriole. Pendant le confinement, les enfants ont beaucoup exprimé leurs angoisses de mort pour les grands-parents et les parents aussi, et pour les plus jeunes, des scénarios destinés à éliminer le virus, des fusées qui partiraient sur la Lune ou sur Mars pour y transporter le virus, des lieux où on brûlerait le Covid. Les petits phobiques se montrant toujours les plus imaginatifs. Les grands adolescents et les étudiants, eux, ont demandé des rendez-vous téléphoniques en urgence, car isolés et en détresse pour leur avenir universitaire et leur avenir tout court, au bord des larmes, de la dépression, d'un questionnement identitaire. Rendez-vous téléphoniques rapprochés avec eux dans cet enfermement interminable. Eux étaient plus que les enfants dans une recherche du pourquoi. Pourquoi le virus se répandait dans le monde entier? Qui en était responsable? Y aurait-il des moyens dorénavant pour limiter les dégâts sur la planète? Comment protéger la planète du tout est possible de la science qui, précisément, en ce moment, échoue totalement? Alors, ces adolescents, ces étudiants, tout en se désolant de ne pouvoir sortir et vivre librement comme le veut leur âge, on a beaucoup parlé de génération sacrifiée, ils tiennent un discours écologique, sauvons la planète. Chez ces adolescents élevés dans le consumérisme le plus total, garçons et filles, la seule promesse qui tienne est celle de l'écologie et la seule autorité, celle des réseaux sociaux. Ils sont paradoxalement inscrits dans une industrie du loisir, toute puissante, les écrans notamment, et semblent souhaiter, en même temps, que cesse la surconsommation liée au libéralisme, sans que cette contradiction ne semble les déranger véritablement et ne les oblige à renoncer à quoi que ce soit. Le Covid les aura-t-il rendus plus sensibles à cette contradiction? Eux aussi se sont trouvés dans des alternances d'angoisse pour leur avenir, pour la santé de leurs proches et de désir de vivre sans entrave. Comme le dit Jean-Paul Hilton-Brand dans La condition du par-l'être, le sujet moderne est dominé par des idéaux de jouissance qui exigent toutes les jouissances sans limite et tout de suite. Et de toute façon, la restriction et la mesure n'ont jamais été la tasse de thé des adolescents. La contradiction non plus. Alors, le scolaire à la maison, ça a été vraiment très compliqué pour les enfants, à mon sens. Le confinement a atténué les règles scolaires. Plus de calendrier de la journée, plus de calendrier de la semaine, plus d'évaluation. Il a atténué aussi les règles de la vie dans la société scolaire. Se mettre en rang, se taire, ne pas circuler dans la classe, s'adresser à l'enseignant comme un adulte et pas comme un copain. Donc, pas de règles scolaires pour ces enfants qui restaient à la maison, ce qui a été compliqué surtout pour les plus jeunes, j'ai noté.
notamment les enfants de grande section de maternelle, ceux qui ont 5 ans, et ceux du CP, 6 ans, où l'enfant fait l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, c'est-à-dire de l'entrée dans le symbolique. C'est pour ces enfants, à mon avis, que le confinement a eu des effets pervers à cause de l'isolement par rapport au groupe scolaire et à son enseignant. Les règles scolaires ne sont pas celles de la maison, les parents ne sont pas des enseignants et les enfants l'ont perçu immédiatement. Ce que transmet l'enseignant ne peut être transmis par les parents parce que c'est d'une autre nature, d'une autre essence. Et le transfert sur la maîtresse ne peut être assimilé à la relation avec les parents. D'autant que les parents, sur tous les fronts du matin au soir en temps de Covid, étaient usés et épuisés par ce confinement. Cette intrusion du symbolique scolaire dans le privé de la maisonnée a été comme inadéquate, décalée, non programmée, à inventer des deux côtés. Surprise d'autant plus grande que les enfants de maternelle rêvent de rester à la maison avec maman très souvent et que là, ils y étaient et qu'ils n'étaient pas contents. Ce n'est jamais ce que je demande. Et que les exigences du CP, du côté du symbolique, lire, écrire précisément. Au CP, on demande à l'enfant de ne plus faire de dessin, plus de fantaisie, plus d'imaginaire. Il faut qu'il laisse tomber tout ça pour apprendre à lire et à écrire. Et cette entrée dans le symbolique et ce lâchage de l'imaginaire pour les enfants de 6 ans est très compliqué et passe souvent par le truchement du transfert à la maîtresse. J'y reviendrai. D'où, pendant ce confinement, des crises très fréquentes des enfants et des parents, tout le monde crisé, pendant cette période de tête-à-tête, sans tiers. Une petite fille de 6 ans dit « Je veux quitter cette famille ». Un garçon de 6 ans, Noé, hurle à la fenêtre ouverte « Je connais mes droits, sauvez-moi, je veux changer de famille ». Donc, c'était absolument insupportable. Et tout le monde crisait. Ce redoublement des crises, qui est un symptôme très fréquent dans la clinique actuelle, pendant le confinement, montre comment l'autorité des parents, la fiabilité de leurs paroles sont remises en question, ont été remises en question et sont remises en question. Les repères familiaux et sociaux sont actuellement bousculés et les parents déboussolés par les enjeux sanitaires, politiques et économiques de la planète. Parents qui sont à la recherche du bonheur pour leur enfant. C'est ça qu'ils attendent. Le bonheur à tout prix. C'est une dernière... il y a eu tout un questionnement en France et c'est ça que veulent les parents français pour leur enfant. Donc ces parents ont du mal à tenir leur place de parents et leurs exigences et peinent à maintenir l'écart entre leur génération et celle de leur enfant et la dissymétrie des places. D'ailleurs, la crise met l'enfant en position de maître. Ces crises provoquent des agirs, des passages à l'acte des parents, à bout, mis en position de faiblesse, disqualifiés. Crainte des parents à prendre une position d'autorité devant des situations banales, discours contradictoires et inconséquents des parents. Souvent, les parents n'étaient pas d'accord sur la conduite à tenir. Ce qui abolit les générations dans une horizontalité parents-enfants trompeuse. Et aussi et surtout, je crois, ce que nous avions vu au moment des attentats terroristes en 2015,
la non-fiabilité de la parole des adultes et des parents. Ils ne tiennent pas leurs promesses, celle de protéger l'enfant des dangers externes, de le protéger de la mort, tout simplement. Terrorisme et Covid, c'est réel, ont rappelé aux parents qu'ils n'étaient pas tout-puissants et ont montré aux enfants inquiets que les adultes et la science ne pouvaient pas tenir leurs promesses et ne peuvent anticiper les catastrophes. Alors, demande l'enfant, à qui, à quoi se fier? Autre effet du confinement dans le scolaire, la démultiplication de l'outil numérique et ses effets sur le transfert à l'enseignant. En effet, les plus jeunes enfants, ceux dont je parlais tout à l'heure, 5-6 ans, ceux du CP, ont été privés de la maîtresse, privation, privés de son corps, de sa voix, de son regard, de sa main qui écrit, de son doigt qui montre pour lire. Or, on sait que c'est le transfert amoureux à la maîtresse qui lance l'enfant dans les apprentissages scolaires. On sait aussi que les enfants de CP qui n'aiment pas leur maîtresse auront du mal à investir l'acte de lire. Ça, c'est la clinique courante du CP. Donc, le confinement les a privés de la vue, de la voix de la maîtresse et a mis les parents en position d'enseignants, appliqués certes, mais non investis de l'autorité nécessaire à l'acte de transmission scolaire. Et ça, les enfants n'ont cessé de le dire. Une maîtresse, ce n'est pas une maman. Pour une fois, ils l'ont bien compris. Pour les plus grands, les lycéens, les collégiens, le numérique a pris le pas dans la transmission des connaissances et des savoirs. Les professeurs ont utilisé ordinateurs, tablettes pour communiquer avec leurs élèves, le plus souvent privés aussi de leur vue et de leur voix. Une transmission sans beaucoup de transferts qui en a démobilisé un certain nombre. Mais le confinement a permis aussi la création et le maintien de liens sociaux précieux dans ce moment d'isolement avec certains professeurs. Pour certains enfants, ce temps a été celui d'une boulimie d'écran que les parents suroccupés ne pouvaient réguler et qui dure évidemment. Comment maintenant le limiter? Écran doudou, écran nounou. Il est évident que le monde scolaire, post-confinement, on n'ose pas dire post-Covid, sera de plus en plus numérisé dans une technologie qui prend le pouvoir mondialement, mais qui rend les sujets bien seuls. On le voit actuellement avec les étudiants isolés, démotivés, privés aussi de l'enseignant qui ne distribue ses cours que sur ordinateur. Dans l'accélération prévue du monde digital dans l'éducation nationale via les outils numériques, comment va s'organiser le transfert sur l'enseignant et son autorité nécessaire à la curiosité et au plaisir d'apprendre en son absence? Comment se feront la circulation et la transmission de la parole adulte-enfant dans l'école numérique? Le confinement nous en a donné un avant-goût d'une transmission quasi anonyme à l'autorité problématique. Des réaménagements vont être nécessaires pour soutenir la pensée et la parole des enfants, des collégiens, des lycéens et des étudiants. Alors, la question de la mort. Troisième point. Je vais reprendre ici un texte sur l'enfant et le temps qui est sur le site de l'ALI et que j'avais dit à l'EPEP. Le virus, alors je ne sais pas s'il faut dire du Covid ou de la Covid, bref, de la Covid a mis le réel de la mort au centre du monde, au centre de nos vies.
un réel qui menace tout un chacun de manière privée, personnelle et imminente, et qu'on ne peut donc ignorer. Un réel qui fait taire le symbolique et l'imaginaire. Un impossible devenant possible à tout moment, qui a déferlé sans crier gare sur toute la planète. Alors, Charles Melman, en 2004, mais c'était avant le Covid, dans les journées sur le temps et la psychanalyse, disait « La mort, à part l'image que peut donner l'arrêt du temps, la gélification du temps, la mort réelle, le fait que c'est supposé s'arrêter du fait de quelques défaillances organiques, la mort réelle n'y est absolument pas présente. Elle est absolument ignorée. Je veux dire que ce gaspillage, ce que j'appelle gaspillage ordinaire du temps, se fait dans ce qui est manifestement la méconnaissance absolue du fait que cela va finir par s'arrêter. Et ce fait, ce désaveu de la réalité, est exemplaire de ce qu'est la force du fantasme et la force de l'inconscient, s'il est vrai que dans l'inconscient, la mort n'a pas sa place. Fin de citation. Désaveu de la réalité, oui, mais c'était avant la Covid pour les adultes. Désaveu de la réalité, oui, sauf pour les enfants, qui toujours calculent le temps. Chez eux, il n'y a jamais de désaveu de la réalité. Ils calculent le temps, ils parlent sans cesse de la mort, comme d'un réel incontournable, sans pouvoir l'agrémenter de fantasmes, comme un constat lucide, une logique de l'inéluctable du temps qui passe pour tout le monde et qui fait partie de notre humanité. Mais aussi, on entend de plus en plus dans les discours d'enfants l'avenir de la planète, les angoisses actuelles liées au Covid, au terrorisme, à l'écologie, qui viennent rendre ce constat du réel de la mort encore plus implacable. Et en fond de tableau, toujours chez l'enfant, un questionnement sur l'énigme de la disparition des dinosaures. Ça, pour eux, c'est une question, mais une vraie. Donc, les enfants n'ont pas ce rapport à la mort voilée et feutrée comme les adultes avant le Covid. Par exemple, un garçon de 8 ans dit « La mort, ça me tracasse. Comment on fait la graine? Et pourquoi on est mort? Ça me tracasse. Je fais des calculs, par exemple, vie égale mort. Des calculs, les calculs de la vie. Ces calculs qu'on retrouve quand ils mesurent l'écart entre, tout le temps d'ailleurs, leur âge et celui des grands-parents, des parents, des frères, des sœurs, pour prévoir celui qui va mourir le premier. Ou bien quand ils comptent le nombre d'enfants dans la famille, en incluant les enfants morts-nés. On est 5 dans la famille, dit un enfant de 7 ans. Mais on aurait dû être 8. Avec mon jumeau qui est mort dans le ventre, un bébé mort avant ma sœur et un autre mort avant ma deuxième sœur, on aurait dû être 8. Donc, ces enfants existent. Ils ne sont pas morts. Alors, je pense que j'ai le temps de vous lire un tout petit texte de Barbara Cassin dans son bouquin Le bonheur, sa dent douce à la mort. Voilà ce qu'elle dit. Il parlait, et moi j'étais juchée dans l'armoire, tout en haut avec les jambes qui pendaient. Je les voyais chacun à leur place, et je voyais entre eux des lignes de paroles, des échanges qui se dessinaient comme des traits. Je les regardais, et ça parlait, ça parlait, ça parlait. Je ne comprenais pas forcément, ça n'était pas forcément grave. Simplement, tout d'un coup, j'ai pensé, on dirait qu'ils oublient, qu'ils ne savent pas qu'ils vont mourir. Pour la première fois, m'est venu comme une évidence que lorsqu'on grandissait, on oubliait qu'on allait mourir. Alors que quand on est petit, à mon âge, à 10 ans, comme ça, les jambes pendantes,
Je savais que la vie était un atterrissage, qu'on était là pour un temps et qu'il fallait que ce temps soit du temps essentiel. C'est très bizarre pour moi, tout d'un coup, qu'on oublie, et même qu'il appartienne à l'âge adulte, d'oublier que les adultes oublient qu'ils allaient mourir parce qu'ils étaient affairés, parce qu'ils s'amusaient ou parce que là, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, être adulte, c'est oublier que chaque geste, chaque mot est doublé du fait qu'on va mourir. Alors, je vous donne encore un autre discours d'enfant, si je puis dire. Celui-là étant à 12 ans, en larmes. J'ai tout perdu cette année. Ma nounou, mes grands frères qui sont partis, mon père qui travaille ailleurs. Mon père, il travaille tout le temps. Il n'a jamais eu de temps pour moi. Je ne l'intéresse pas. C'est toujours ma mère qui vient. Je ne peux pas lui parler. Je pense à la mort tout le temps. Je suis addicte. Je ne peux pas prononcer le mot, mais j'y pense tout le temps. Je pense que quand j'aurai 30 ans, mes parents vont mourir et moi aussi. Le temps passe trop vite. Et puis quand je serai mort, je serai effacée. Plus personne. Je ne sais pas si je pourrais penser après. Peut-être qu'on a une âme, je ne sais pas. Est-ce qu'on nous parle après? Est-ce qu'il y a des fantômes qui nous parlent, qui nous protègent? J'en sais rien. Et puis le temps passe trop vite, et puis j'étais pas là avant. J'aurais pas connu tout ce qui s'est passé avant ma naissance. Je n'ai pas connu mes deux grands-pères qui sont morts d'un cancer du poumon. Je n'ai pas connu mes parents quand ils se sont connus. Quand mes frères sont nés, c'est pas la même enfance. On manque tout ça. Je peux pas le supporter. Ça reviendra jamais. Et puis mon père fume des cigares et j'ai peur qu'il meure comme mes grands-pères. Alors on retrouve dans ce discours d'enfant déprimé, outre le deuil évident dans les diverses pertes actuelles énumérées, l'obsession de la mort, l'imaginaire avec lequel il tente d'amadouer ce réel de la mort, tout ce qui lui manquera toujours. Ce passage de l'indicatif présent au passé, puis au futur antérieur négatif, tous ces va-et-vient dans la conjugaison qui signent ces oscillations subjectives et sa difficulté à s'inscrire dans la temporalité. Et ce que Jean Bergès dit de l'anticipation dans les théories sexuelles infantiles et du futur antérieur avec une négation, il dit c'est une négation sur le passé à venir, anticiper quelque chose qui est déjà là. C'est une anticipation qui n'a pas eu lieu et donc un futur antérieur avec une négation. Donc pour les enfants, vie et mort sont toujours liés dans les théories sexuelles infantiles, mais ce questionnement sur la mort et la vie, le réel du Covid l'a démultiplié comme dans une urgence. Et ils l'ont perçu aussi chez les parents qui n'étaient plus dans ce gaspillage ordinaire du temps et ce désaveu de la réalité, mais eux aussi dans un rapport cru et urgent à la mort. Et personnel, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire que le Covid est venu nous dire à chacun de nous qu'on peut mourir. Ce n'est plus une idée. Le nombre des morts du Covid égrené chaque soir au moment des informations, vous devez vous en souvenir, la contrainte liberticide du confinement ont donné aux enfants la mesure de ce danger de mort extrême dans lequel nous nous trouvons tous, du chaos qu'aucun scientifique ou politique ne peut maîtriser et de l'angoisse grandissante de la planète entière. On ne sait pas s'il faut le mettre au passé ou au présent. La pandémie a supprimé le filtre par rapport à l'immédiateté de l'objet. La mort n'est plus une idée, mais surgit comme le réel de sa propre mort pour chacun de nous, à portée de la main, si je puis dire.
La Covid commande la marche du monde et le temps apparaît comme compté pour les adultes comme pour les enfants cette fois. Plus de pirouettes possibles, le signifiant maître, la mort, est là. Alors avant de terminer, j'ai envie de vous parler d'un article que j'avais trouvé très intéressant, qui a été écrit en avril 2020, donc au début du confinement, par Patrick Lervois, qui est un professeur agrégé du Val-de-Grâce, habitué à analyser les témoignages de personnes ayant vécu des confinements prolongés dans une ambiance de danger extérieur, donc guerre, sous-marins, des gens bloqués sous la terre, etc. Alors, il décrit en avril 2020 les 3 temps du syndrome mental du confinement. Les 3 temps de l'enjeu chronologique du confinement, dit-il. Alors, il dit d'abord que le stress commun de la population est aggravé de ce que le virus ne se voit pas, qu'il y a un long délai entre l'infection, invisible donc, et le déclenchement de la maladie, et que la situation à l'instant T peut changer 1 heure plus tard, à la suite d'une sortie par exemple. Donc, aucune assurance. Ce stress, dit-il, provoque 2 types de comportements inadaptés. 1. Ceux qui nient le danger dans un mécanisme de, entre guillemets, déni entre le désespoir et la folie. Ce sont des positions qui peuvent produire les théories du complot. 2. Deuxième type de comportement, ceux qui surestiment le danger dans une angoisse communicative à l'entourage exaspéré. D'où la nécessité d'apporter régulièrement des informations adaptées pour adapter le niveau de stress à chacun. Alors, 3 temps donc dans l'enjeu chronologique du confinement. Vous allez les retrouver. 1. La réaction d'alarme. Stress aigu, effet de surprise maximum. Comment se protéger? Phénomène de panique, achat massif, interrogation culpabilisante obsédante. Qu'a-t-on fait pour en arriver là? Aménagement du quotidien. 2. Phase de résistance et d'adaptation, ce qu'il appelle la vie de tous les jours sur un mode dégradé. Nouvelles habitudes, identifier les routines, aménager des échanges réguliers avec ceux qui sont loin. Il faut que les besoins de base soient assurés. C'est la résistance collective dans l'entraide et la solidarité. Et il dit, la date de déconfinement est un paramètre majeur dans la capacité de résistance d'une collectivité. 3, et je crois qu'on en est là, phase d'épuisement. Les vagues de désobéissance civile s'installent, d'abord isolées, puis collectives. Risque de chaos. Il dit, une mauvaise gestion politique du confinement peut faire passer la lutte contre une épidémie à un état de guerre civile. Explosion des comportements à risque. D'où préconise-t-il un déconfinement progressif et planifié dont la durée doit s'étaler sur le même temps que le confinement. Et il ajoute, au plan symbolique, comme dans les procédures de deuil, on peut supposer que la réparation psychologique sera opérée après qu'une année complète se soit écoulée et qu'il y eut la première commémoration de cet événement. Le temps de réadaptation à la routine du monde est long, dit-il. Fin de citation. Oui, mais voilà. Voilà une 5e vague et une 6e à l'horizon, et une 2e dose de vaccin, puis une 3e, puis une 4e, puis une 5e. J'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui en a eu 5.
Donc, une date de sortie de la pandémie qui se déplace sans cesse dans le temps, impossible à prévoir. Combien y en aura-t-il encore? Est-ce que cela s'arrêtera un jour? Les enfants posent sans cesse cette question à des adultes désemparés qui ne peuvent leur répondre. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup, mais vraiment, merci Marika Bergès. Mais j'ai beaucoup aimé votre sensibilité parce que je pense qu'il est question de ça. Il y a une écoute, à mon sens, hein, très, très en accord avec ce qu'on a vécu. Hein. Je peux me retrouver mon travail et aussi le vécu en famille, tout ça rappelle. C'est très sensible, je dirais. C'est très vrai. Hein. Donc, alors, je passe tout de suite J'espère qu'elle est là. La parole à la discutante Dominique. Dominique Jeannin, oui. Jeannin. Dominique. Là. Je suis là, je suis là. Bon, d'accord. Voilà. Je ne sais pas si... Bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, je suis arrivée, j'avais 10 minutes de retard, mais comme on s'était parlé avec Marika, j'ai pu prendre le fil en route sans problème. Et je vous prie de m'excuser. Voilà. Et moi aussi, j'ai beaucoup aimé ton travail, Marika, et toute je sais pas, l'épaisseur clinique aussi qu'on entend à chaque fois quand tu parles. Et alors, moi, j'avais pris, il y a vraiment deux points qui m'ont interrogé et intéressé à la fois dans ce que tu dis et puis aussi dans ce que j'ai pu repérer de ce qu'on a eu à vivre pendant ces 2 dernières années-là. Alors, par exemple, je n'arrive jamais à compter quand est-ce que ça a commencé. Je me mélange dans les années. Je ne sais jamais si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Et je trouve que ça, c'est un symptôme aussi. Ce n'est pas juste ma difficulté. Et justement, à propos de cette question du temps et de la temporalité, moi, je trouve qu'on a eu affaire à quelque chose qui est vraiment une sorte de déstructuration du temps, hein, de fragmentation, avec constamment des arrêts et des reprises. Et que ça a un effet qui est la difficulté à se projeter, à anticiper, à s'assurer, à être assuré que ce qu'on anticipe, eh bien, ça va avoir lieu et que petit à petit, ça coupe l'élan. Et comme si on était dans un présent un peu perpétuel. Et je trouvais que ça, chez les enfants, bon, ça peut se repérer, alors pas forcément en direct, mais c'est souvent, ils ont du mal à repérer dans quelle classe ils sont, combien ils sont, quand est-ce qu'ils vont aller à l'école, quand est-ce que ça va s'arrêter. Voilà, ce qui n'était bien sûr pas le cas quand on a un temps un peu linéaire qui est installé. Et alors, à propos du temps, il y avait un autre point où je me disais, sur la question de l'après-coup, c'est ce que tu as évoqué aussi à un moment donné entre ce qu'on peut dire, ce qu'ils ont pu dire pendant le temps du confinement et puis l'année d'après, je dirais, hein, l'effet de l'après-coup qui est l'effet de ce qui a été vécu et qui produit quelque chose comme une fatigue, un épuisement, un désintérêt, voilà, un désintérêt pour un certain nombre de choses, et par contre, pas forcément pour l'école. Hein.
Voilà. Et puis, j'ai lu aussi un article je ne me rappelle plus son prénom, Torgman. Comment c'est son prénom Bon, enfin bref, docteur Torgman, qui disait que la question qui parlait de la question de la désynchronisation des horloges biologiques. Hein. Et alors, il faut que je retrouve ce que j'avais noté. Bon, je ne le retrouve pas, mais où elle note l'importance des rythmes, des rituels, des choses qui reviennent, et que ça, c'est des choses qui ont été mises à mal pendant cette période. Je me disais aussi que ça fait 2 ans, et bien pour les enfants de maternelle, par exemple, ou de CP, 2 ans, c'est un tiers de leur vie. Et c'est énorme. Hein. C'est vraiment... c'est vrai qu'on peut se demander quels effets ça va avoir par la suite. Et puis bon, surtout qu'on n'est pas tout à fait sorti de l'affaire. Donc voilà. Après, il y avait un autre point à partir de ce que tu as apporté, qui était tout ce qui est autour de l'espace du huis clos de la maison que tu as évoqué et qui me paraît vraiment important, ce huis clos et toutes les violences latentes, l'agressivité, les disputes qui ont été là et dont on a pu quand même entendre parler. Les générations qui sont mises sur le même plan dans ce confinement. Et aussi, je me disais, c'est comme s'ils avaient été privés de miroir, du miroir de leurs petits autres de l'école, en tout cas pendant le confinement, et puis aussi sur justement le fait que vraiment plus personne ne veut revivre ce confinement. Hein, et que je crois que il faut se souvenir de la joie des enfants quand ils sont retournés à l'école. Et je dirais la joie des enseignants aussi. Hein. Je crois que tout le monde était content hein, que ce confinement s'arrête et de se retrouver. Mais du coup, de retrouver, c'était la retrouvaille des corps, moi je dirais. C'est-à-dire la retrouvaille du mouvement. Parce que finalement, on a oublié, je ne sais pas si on l'a oublié, mais ils étaient coincés à la maison quand même, ces enfants, hein, avec 1 heure de sortie par jour. Et moi, j'ai eu beaucoup de parents qui ont suivi cette règle à la lettre. Hein, 1 heure et pas 1 minute de plus. Donc, les enfants étaient privés de mouvement, privés de la voix et du regard de leurs camarades. C'est-à-dire privés des objets pulsionnels qui soutiennent le désir et l'érotique des relations. Voilà, donc ça, j'avais envie d'évoquer ça avec toi et avec vous. Et puis, un autre point, c'est la question du savoir. Alors ça, tu l'as bien dit, et notamment de ce qui a pu, à la fois de ce qui s'est passé, le savoir et les apprentissages à la maison, mais aussi plus largement la question de l'ignorance des adultes. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça a été une expérience, je pense, c'est une expérience pour chacun de nous, cette ignorance, hein, parce que c'est à la fois l'ignorance de cette maladie, de ce qui se passe, tous ces parents se sont trouvés mis en difficulté pour répondre, pour dire quelque chose qui tienne, et avec un effet de perte de la verticalité, puisque tout le monde était un peu sur le même plan. Et je crois que ça reste, ça. Alors,
ce confinement, finalement, il a eu vraiment des effets qui durent. Même si les enfants retournent à l'école et que c'est vraiment un point sur lequel la politique actuelle insiste, n'empêche que les effets du confinement, je pense qu'ils durent et qu'ils ont dévoilé, en quelque sorte, ce que tu as dit sur la question de la mort, hein, cette mort qui est là, et qui prend le pas du sexuel, qui a privé les enfants de leurs appuis, je ne sais pas comment on pourrait dire, leurs appuis de rencontre avec les autres, de rencontre avec les enseignants. Parce que même s'il n'y a pas de confinement, là, actuellement, il y a beaucoup d'absentéisme, il y a des fermetures de classe, c'est toujours là, hein, il y a toujours cette possibilité que ça s'arrête. Et à propos des savoirs, je me disais aussi que on est devant la question de l'interprétation de toutes les connaissances scientifiques qu'on nous assène ou qu'on recherche d'ailleurs, hein, c'est pas seulement qu'on nous les donne malgré nous, on est toujours en train de chercher sur Internet un tas de trucs. Et comment est-ce qu'on interprète? Qu'est-ce qu'on en fait? Que c'est pris dans le filtre du fantasme de chacun et que cette interprétation elle divise vraiment dans les familles, elle divise à l'école et on se retrouve souvent dans des situations binaires, on est ou pour ou contre, ou avec ou sans, et qu'il y a une recherche d'une dialectique qui serait à soutenir pour faire... alors, pour remettre un petit peu en route quelque chose qui soit entre la confiance et le transfert, et puis les épreuves qu'ils vivent, là, ces enfants, tous les jours. Voilà, moi, à peu près les 3 points que m'inspire ton travail. Et voilà, je ne sais pas ce que toi, tu peux en répondre, et puis les uns et les autres là, qui sont là. Mais la question du savoir ou des savoirs, elle va se poser. Parce que c'est vrai que moi, ces petits-enfants de 5 ans sans règles scolaires m'ont touchée. Je les voyais tourner dans la maison quand je les avais sur WhatsApp. Oui. Et je me disais, ce sont des enfants à qui on n'a jamais donné de règles, à part celle de la maison. Mais à la maison, on ne demande pas aux enfants de se mettre en rang, de ne pas bouger. Bon. Et donc, maintenant, ils sont en CP, ils commencent le CE1, là, et ils ont eu un CP très difficile, parce que tout d'un coup, les règles, ils y ont eu droit, sans parler des règles du symbolique, de la lecture et de l'écriture, mais même les règles du corps. Tu parlais du mouvement, mais il a fallu qu'ils ne bougent plus, alors que c'était des gamins qui ont circulé dans la maison pendant 6 mois librement. Tu vois, il n'y avait pas des règles extérieures à la maison. Je ne sais pas comment dire ça. Oui. Ah oui, alors c'est ça. Moi, ils n'ont pas fait la connaissance de règles autres que celles de la maisonnée. Voilà. Oui, et en plus, je pense que pour beaucoup, c'était un retour à la maison. C'est-à-dire qu'il y avait eu quand même une socialisation et que tout d'un coup, tout ça se passe. Et puis, chacun essaye de se trouver sa place dans la maison. Et c'est vrai que moi, quand j'ai eu des consultations par WhatsApp, j'ai fait comme toi, j'ai fait la connaissance du lit superposé, de toutes les constructions, du hamster, etc. Mais c'était ça,
enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une limite à ce travail. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils nous avaient fait faire la visite de la maison, c'était quand même, et de leur chambre et de leurs jouets, moi, j'ai trouvé que c'était difficile d'aller un peu plus loin. Et pour ma part, alors pour les petits, hein, les consultations, je pense qu'elles ont, comme ça, en visio, elles ont servi à maintenir le lien, mais il n'y a pas eu vraiment un travail d'élaboration, d'autant plus que la petite sœur pouvait rentrer, que la mère venait chercher la planche à repasser, que ci, que ça, et que du coup, c'était un espace voilà, ouvert, enfermé et ouvert. Oui. Alors, ce n'était pas dans toutes les familles, hein, parce qu'il y a eu des familles où, au contraire, l'enfant a pu avoir son bureau et puis où on était tranquille pour travailler, quand même, aussi. Moi, j'ai trouvé que les parents ont bien protégé l'espace de la thérapie. Ce sont les enfants qui voulaient absolument montrer qu'est-ce qui se passait ailleurs. Mais les parents, ils ont bien protégé. Ils disaient, bon, tu viendras quand, Oui, c'est vrai. le temps sera passé. En fait, là, je dis ça parce que je pense à une situation. Mais oui, oui, oui. Je ne peux pas du tout généraliser malgré tout. Mais en revanche, les enfants, c'est vrai qu'ils voulaient nous faire participer. Hum? Mais bon, les enfants, ils ne sont jamais assis sur une chaise, les pieds dans leurs chaussures. Ils sont toujours en mouvement, donc ça ne changeait pas beaucoup. Moi, ça ne m'a pas gêné en tout cas. Moi, enfin, oui, moi, vraiment, un des éléments qui m'a le plus questionné, c'est cette histoire du temps qui se fragmente. Oui, et qui le reste. Tu as raison, tu as raison. Et qui le reste, voilà. Oui. Pas de la même manière, mais ça le reste. Ouais. Et ça le reste. Alors, donc, est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole pour poser des questions ou faire des remarques? Alors, bon, je profite du temps pour vous poser une question que j'ai un peu du mal à je sais pas, à trouver de réponses. Il me semble que justement, cette proximité de la mort, cet envahissement comme ça, hein, où on est là, face à face, en même temps, c'est vrai que a beaucoup bouleversé le quotidien, mais par ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a eu des effets aussi très positifs. Alors, effet de crise. Vous voyez, l'effet positif des crises. Parce que, par exemple, surtout pour les pubères ou pour les jeunes gens, j'ai pu entendre beaucoup un discours comme ça de souffrance. Ils voyaient les amis souffrir. Ils étaient par Internet, tout ça, et ils avaient l'impression que les gens étaient tristes ou qu'ils n'allaient pas bien. Et d'un coup, alors, je ne sais pas si on peut généraliser ou si ça, c'est des expériences quand même qui restent limitées chez certains, on ne sait jamais. Mais donc, il y avait dans ces crises de valeurs presque, justement, quelque chose qui faisait que, du coup, le numérique ou tous ces écrans, ça perdait l'importance aussi, vous voyez, ou consommer ou s'acheter des objets.
d'un coup aussi perdait de la valeur parce que ça ne, on n'avait même pas, on pouvait même pas sortir ou on sortait moins et donc c'est comme si quelque part cette confrontation avec la mort, ça donnait une autre valeur à nos valeurs habituelles. Hein. Du coup, on était moins superficiel, moins pris dans quelque chose, vous voyez, que je ne sais pas si c'est une impression limitée ou si c'est plus étendu que ça, mais je pense qu'il y a eu un rapport aussi de mise en question de nos valeurs actuelles, comme ça. Oui. Alors, est-ce que ça va durer? Est-ce que, parce qu'on est toujours dans la crise, ça n'est pas passé, mais est-ce qu'après, ça part complètement parce qu'on reprend les habitudes? Mais j'ai l'impression que ce moment de crise, il est important et qui c'est aussi dû à la proximité et à l'expérience de cette mort qu'on ne peut pas oublier. Vous voyez? Voilà, je ne sais pas, votre avis. Oui. Oui, la désillusion, mais c'est ce que j'ai appelé aussi la promesse, cette promesse qui n'est pas tenue par les adultes quand même. Donc, moi, je me suis beaucoup interrogée alors, sur ce que Melman avait dit donc, en 2004, parce que je me suis dit, au fond, ou ce que dit Barbara Cassin, finalement, pourquoi est-ce que les enfants sont tellement sensibles à la mort, leur mort, celle de... Bon, enfin, ils en parlent crûment. Je veux dire, il y a des gamins qui vous disent comment ça se passe dans la terre. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est enterré? Et puis, bon, il faut répondre. Hein. Donc, c'est du cru, si je puis dire. Et puis après, il y a cette espèce de voile où, normalement, il appelle ça, je ne sais plus comment, le désaveu de la réalité. Comment est-ce qu'il dit ça? Et ça m'a beaucoup interrogée parce que je me suis dit, au fond, on a tous fait ça. On s'est tous défendus contre la mort. On a tous fait ce travail. Autrement dit, quand on écoute les enfants, on voit bien que c'est leur question, la mort. La vie, la mort. C'est ça la question. Et ils la déclinent sur tous les temps. Et ensuite, c'est vrai que nous, on n'y pense pas tout le temps. On est dans un rapport lointain. Voilà, je me suis dit, c'est peut-être une idée. Après, je me suis dit, est-ce que c'est un refoulement? Je ne crois pas que ce soit de l'ordre du refoulement. Est-ce que c'est le fantasme qui arrive? Enfin, je me suis beaucoup questionnée là-dessus. Alors, il dit, le gaspillage ordinaire du temps, la méconnaissance absolue du fait que cela va finir par s'arrêter. Et ce désaveu de la réalité est exemplaire de ce qu'est la force du fantasme et la force de l'inconscient, s'il est vrai que dans l'inconscient, la mort n'a pas sa place. Donc, tout ça, actuellement, c'est balayé. C'est-à-dire qu'on est comme des enfants de 3 ans qui demandent qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un meurt. On en est là. Et moi, ça m'a vraiment interrogé, ça. Ce cru, ce que j'appelle le cru de la mort ou le réel de la mort qui nous a envahis et dont on ne peut guère se sortir, même si maintenant c'est moins grave, etc. Mais ça dure. C'est pas comme quelque chose qui serait limité dans le temps. Ça continue. Et en effet, les enfants demandent jusqu'à quand, mais enfin tout le monde se demande jusqu'à quand. Donc ça m'a vraiment intéressé ce que dit Melman en 2004, 20 ans, 17 ans après, 18 ans après. Alors, est-ce que chaque fois qu'on se trouve, je me suis dit aussi, devant une situation de guerre, un traumatisme, est-ce que, ce dont Freud avait parlé d'ailleurs, est-ce qu'on n'est pas dans ce cru de la mort à ce moment-là et qui nous met dans une position de connaissance, justement, plus de méconnaissance, mais de connaissance de ce cru. Enfin, ça m'a beaucoup fait réfléchir, voilà.
Parce que moi, j'entends les enfants et je me dis, mais franchement, ils pensent qu'à ça. Comme dit le gamin, je suis addict. Comme l'addiction à la mort, c'est un peu fort de café. Et puis après, on n'en parle plus. C'est fini. Il arrive un temps où les enfants ne parlent plus de la mort, sauf lorsque quelqu'un meurt dans la famille ou lorsque leur mystère, justement, disparaît. Mais là, tout à coup, tout le monde s'est trouvé devant cette urgence vitale. Marika, je voudrais te poser une question. Donc, il y a Roland et Pascal. Oui, voilà. Oui, je voulais te poser une question. Par rapport à la mort, d'habitude, les sociétés, les humains répondent par des rituels. Là, on a une ouverture qui est celle crue, comme tu dis, de la mort. Est-ce qu'il t'est arrivé avec des parents de tenter avec eux de recouvrir par de la parole quelque chose de cette mort pour qu'elle soit un tout petit peu moins crue? Ça m'est arrivé. C'est pour ça que je te le dis. Je veux dire, après tout, vous avez de l'expérience, ça s'est déjà passé, on a des choses à dire, les épidémies ont eu lieu, on le sait, enfin, mais quelque chose d'un rituel. C'est-à-dire que effectivement, c'est un peu différent de manière rituelle. Dans ces rituels, d'ailleurs, il y a toujours des choses qui ont trait au corps également, des mises en place par la parole et par le corps. Est-ce que ça t'est arrivé avec des patients de dire quand un enfant là est pris dans une angoisse terrible, d'en venir aux parents pour que eux-mêmes finalement fassent le soin élémentaire par rapport à cette crudité? Est-ce que c'était arrivé? Non, mais j'allais dire comme au sexuel. Hein. Comment? Comme pour le sexuel. Oui. Quand manifestement des enfants ne savent absolument rien de la sexualité, de la procréation, de la vie, je demande aussi aux parents de leur, comment tu dis, pas un rituel, mais de mettre des mots là-dessus. Oui, bien sûr, évidemment. Mais justement, pour reprendre la question du rituel, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de rituel, mais il ne peut pas y en avoir avec cette pandémie actuelle, puisqu'elle n'est pas terminée. Donc, on ne peut absolument rien boucler pour la minute. Ce que Clairvoy appelle, je ne sais plus comment, là, il dit qu'il faut faire une commémoration. Une commémoration, voilà. On ne peut pas la faire, cette commémoration, puisque ça n'est pas terminé. Et donc, on est en attente. Et du rituel, il n'y en a pas. Et je crois que c'est pour ça, je pensais à Macron tout à l'heure, et aux vagues de désobéissance, et je me disais, c'est pour ça que tout le monde est dans l'incivilité et la désobéissance, là, actuellement. Justement parce qu'il ne peut pas y avoir de rituel. Quelque chose ne peut pas être clôturé. On a eu tout un rituel, c'est d'applaudir les soignants à 8 heures du soir. C'est d'applaudir les soignants à 8 heures du soir. Ça a eu lieu. Et curieusement, c'est peut-être ce qui manque là maintenant, puisque les soignants sont désobéissants, enfin, tout ce qui se passe avec voilà. Donc, il y a eu quand même une tentative de rituel et de remerciement. Effectivement, ça se perd à l'heure actuelle, mais je pense qu'elles ont eu lieu en quelque sorte. Et je sais que chez moi, là, les gens sortaient, applaudissaient, et des ados aussi participaient. Les ados ont même introduit de la musique à 20 heures. Ils ont introduit de la musique pour faire des scansions. Parce que il y a les rituels, mais il y a aussi les scansions qu'on peut faire avec cette mort, en quelque sorte. On n'est pas obligé de la vivre en continu. On peut faire des scansions. Enfin, je me demandais comment vous faisiez, vous, avec vos familles, quoi. Voilà. Et du coup, moi, je me dis aussi, ces applaudissements, ils ont eu lieu pendant le premier confinement. Et ça s'est arrêté et ça n'a pas repris. Et parce que d'ailleurs, parce que les confinements ont été différents ensuite, ça n'a pas repris. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, effectivement, on était vraiment
tous suspendus quand même à ce qui se passait à l'hôpital. Et puis, quand ça a été peut-être un petit peu moins mal, on a lâché ce rituel-là, qui était… On l'a lâché quand la science nous a donné le vaccin. Il faut savoir, c'est quand on n'avait rien d'autre, on a mis effectivement un rituel, un applaudissement, de la musique à la place du Il y a eu 6 mois quand même d'écart entre les premiers vaccins en janvier et puis la fin du premier confinement, c'était en mai de l'année d'avant. Et là, il y a des choses qui se sont défaites, enfin, ou pas faites, je ne sais pas. Roland. Oui, on m'a donné un micro, mais je crois qu'il ne marche pas. Alors peut-être que le mieux, c'est que je parle fort, oui. en me disant que peut-être comme ça. Parle fort, oui, ça va il est temps. Est-ce que vous entendez Roland? Oui, on entend Roland de loin. Oui, oui. Alors j'essaie de… Non, mais ça va pas celui-là. Ouf. Non, Marika, d'abord, je vais te remercier. J'avais très envie que tu interviennes et tu l'as fait tout à fait, comment dire, de la façon très sensible, comme on l'a pu le dire, très, comment dirais-je, pas du tout réductrice et qui faisait valoir toute une série de choses différentes et de nuances, y compris, par exemple, à la fin, en venant aussi pour dire que ça nous apprend des choses sur les adultes qui se sont comportés comme de grands enfants pendant, ou des petits enfants d'ailleurs. Voilà, donc moi peut-être que parmi les choses assez diverses que tu as dit, j'ai quand même eu une question qui peut-être est simplifiée. Donc d'abord, je vais quand même, avant d'arriver à la question, dire que je suis d'accord avec Pascal à propos de la question des applaudissements par rapport au rite. Et ça me paraît une question intéressante quand même, de nous apercevoir qu'il y a aujourd'hui, dans nos phénomènes sociaux, où on ne les attend pas toujours, des phénomènes de ritualisation, de symbolisation, oui. Et à un échelon collectif assez vaste. C'était vrai pour les applaudissements, c'était vrai au moment des attentats contre Charlie dans la marche républicaine, qui a été une véritable occasion de ritualisation. Simplement, ça ne dure pas beaucoup. C'est-à-dire que les gens se réunissent autour de quelque chose qui fait lien, mais ça ne continue pas. Ça, c'est des choses interrogées. Alors, ce que tu dis sur les enfants, moi, je me suis demandé les choses suivantes. Je me suis demandé si ce que tu décrivais, c'était simplement une exacerbation de choses qui existaient déjà dans ce qui se passait pour les enfants avant la pandémie, ou si c'est vrai qu'il y avait de complètement nouveau. Parce qu'au fond, par exemple, tu as évoqué la question de l'effacement de la dissymétrie, de la verticalité, la confusion dans les places, dans la famille, des choses comme ça. On ne sait pas très bien, au fond, si c'était déjà pas là ou jusqu'à quel point, et jusqu'à quel point la pandémie, avec ses effets, a exacerbé ça. Et puis, effectivement, la question de la mort. Parce que ça, c'était très, très intéressant dans ce que tu as dit, cette proximité donc, des enfants par rapport à la mort, ce fait qu'ils ne soient pas dans le déni, le désaveu, ils ne soient pas dans le gaspillage du temps pour éviter d'y penser. Mais ça aussi, au fond, c'était vrai en quelque sorte avant, et la pandémie le met plus en relief. Alors, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui est vraiment absolument spécifique? Peut-être qu'il faudrait chercher du côté de ce que tu dis, de l'éclatement du temps. Enfin, je ne sais peut-être pas le terme que tu as employé, mais il y a plus de possibilités pour l'enfant et l'adulte de penser un temps. Parce que, par exemple, moi, je sais quand est-ce que ça a commencé, le confinement. Ça a commencé le 15 ou le 16 mars 2020. Oui. Ça je le sais. Mais en revanche, de quelle façon est découpé le temps depuis, je n'en sais absolument rien. Quand est-ce qu'on a fini le premier confinement? À peu près, je sais que ça durait 2 mois, mais quand est-ce que ça a repris et sous quelle forme, et à quel moment on a introduit telle ou telle mesure, etc. Ça, on est dans une espèce de flou. Je ne sais pas si les enfants, je pense qu'eux, ils ont dû renoncer à comprendre. J'espère pour eux, parce que sinon, c'est déjà
Alors ça, c'est peut-être là-dessus qu'aussi bien les enfants que les adultes sont, me semble-t-il, modelés par ce qui s'est passé dans cette époque depuis, hein, cette époque de pandémie, dont on n'est pas vraiment sorti. Ça change un peu. Moi, je suis plutôt à regarder du côté de la diminution de la gravité du fait même de fait que c'est un variant qui se répand beaucoup, mais hein, bon, en même temps, il n'y a pas 300 000 morts par jour. Bon, mais voilà, merci encore. Oui, mais je comprends ta question. Et en effet, je me suis posé la même, parce que c'est vrai que les crises, dans la clinique courante, c'est de plus en plus important. Enfin, il y en a de plus en plus des crises d'enfants. Et justement, parce que dans les familles, l'horizontalité devient la norme. C'est-à-dire que quand des parents disent que ce qu'ils veulent pour leur enfant, c'est le bonheur, ça veut dire zéro exigence, à part celle du bonheur. Oui. C'est quand même ça que ça veut dire. C'est une étude qui a eu lieu, je crois, il y a un mois. Les Français veulent le bonheur pour leur enfant. Ils ne veulent pas qu'il soit polytechnicien, enfin, j'en sais rien. Non, le bonheur. Et oui, alors du coup, c'est vrai que dans la famille, il y a cette horizontalité qui fait que les crises fleurissent. Mais alors, enfin, je disais que l'autre jour, j'ai vu une petite fille de 2 ans. Habituellement, ce sont les garçons, mais là, c'était une fille, 2 ans. Elle sait à peine parler. Elle dit « moi, adulte ». C'est le seul mot qu'elle sait dire. « Moi, adulte ». Bon, ben voilà. Donc, que faire quand on est des parents? Donc, c'est vrai que le Covid, ça a exacerbé ça, parce que les parents se sont trouvés complètement disqualifiés. Ils n'en pouvaient plus. Ils étaient sur tous les fronts, sur toutes les tâches. Et les enfants, enfin l'autorité, s'est réduite à zéro. La mort, c'est pareil. C'est vrai qu'ils parlent tout le temps de la mort, les enfants. Et là, ils en ont parlé davantage parce qu'elle était... Bon, il y a des grands-parents qui sont morts, des parents qui sont morts. Enfin, bon, tout le monde le sait. Alors, l'éclatement du temps, je vais laisser la parole à Dominique parce que c'est elle qui en a parlé tout à l'heure. C'est toi, Dominique, qui en a parlé. Oui. Ben, disons. C'est vrai, hein, je suis d'accord, mais oui. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que, notamment à la maison, du fait que l'école soit aussi à la maison, ça a fait imploser les règles de la maison. Parce que même les parents ont joué le jeu pour la plupart et ont fait travailler leurs enfants, donc il y avait une autre structuration du temps. Mais c'était au détriment d'un tas d'autres choses qui se passaient. Mais c'est surtout pour moi l'éclatement du temps, c'est comme dit Roland, on se repère sur les 2 mois là, du confinement parce que c'était 2 mois pile et puis qu'on a quand même été tous enfermés. Mais après, on ne sait plus comment ça s'est passé. Et là, aujourd'hui, on ne sait pas à quoi on va s'attendre, et notamment les enfants. Alors, avant les vacances, il y avait des règles comme si pour l'école, je ne sais même plus personne ne peut savoir combien de jours si on était positif, combien de jours si on n'était qu'à contact, combien d'écoles enfermées, combien ci, combien là, et ça change tout le temps, ce qui fait que on est dans l'instant présent. Voilà. Et on ne peut plus, et alors, pour ce qui est, ça c'est pour l'école. Maintenant, on a vu aussi, par exemple, là pour les fêtes, eh bien, on ne savait pas qui allait venir, pas venir à Noël. Est-ce qu'on allait pouvoir aller chez les uns, chez les autres? Puisque de toute façon, il y a toujours ces histoires de contamination et de règles. Même si les règles ne changent pas, on est soumis à des choses qui sont imprévisibles. En fait, c'est l'imprévisibilité en même temps qui fait que ça éclate le temps. Et qu'on est dans une sorte de présent. Voilà. Et moi qui suis allée là, ces derniers temps plusieurs fois en Afrique et où j'étais frappée par le fait que les gens attendaient beaucoup. Mais on attend beaucoup parce qu'il va y avoir un délestage d'électricité. Il va y avoir une coupure d'eau. Il va y avoir, on ne va pas pouvoir se déplacer.
Et du coup, ça crée une sorte d'arrêt et de fatigue, vraiment aussi. Cette notion de fatigue, moi je trouve qu'on la retrouve ici, exactement comme j'ai pu la retrouver chez nos amis. C'est une fatigue d'attendre, une fatigue de ne pas savoir, une fatigue, voilà. Et qui, je crois, va aussi avec cette déstructuration du temps. C'est dur à mesurer, hein, mais petit à petit, on en repère les effets. Et c'est sûr que les enfants, ils ont un temps habituellement très organisé. Ils partent le matin à 8h20, ils déjeunent à 11h35, après, enfin, ils ont un temps très, très organisé, à la minute près. Et là, tout à coup, oui, les activités. La maîtresse n'est pas là. C'est vrai qu'actuellement, les maîtresses ne sont pas là. Il y a des cas de Covid dans la classe. Enfin bon, bref. Et puis, tu vois, tout est structuré à l'école aussi. Et les maîtresses, même si elles sont là, elles peuvent ne pas être là demain. Parce qu'elles peuvent avoir... Bon, et c'est pas du tout comme quand on attrape une grippe de temps en temps, quoi. Je voudrais ajouter un mot clinique à partir de ce rapport au champ. Oui, un mot clinique, parce que bon, certains savent que j'ai travaillé sur la question de la dépression en arrangeant pour dire que ce n'était pas un phénomène marginal qu'on trouve dans différentes pathologies, mais que ça a une certaine unité dans la structure qui s'impose au sujet, et qui est justement une désorganisation du temps. C'est-à-dire un sujet qui ne peut plus se référer ni à un passé qui est perdu de son sens, ni à un futur qu'on ne peut pas prévoir, et qui est dans une sorte de présent immédiat. Hein. C'est d'ailleurs un historien aussi qui parle de ça, du présentisme. Alors je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On pourrait même aller un peu plus loin en disant que ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est ça qui est le plus désorganisant. Oui. Et ça, c'est exactement aussi ce qu'on avait repéré, notamment dans la période où ce qui était au premier plan, ce n'était pas l'pandémie, mais le terrorisme. Si le terrorisme était aussi tellement perturbateur, c'est aussi parce qu'on ne savait pas d'où viendrait le prochain. C'est-à-dire où est-ce que la prochaine bombe va exploser. Donc là, il y a quelque chose qui va un peu dans le même sens de déstructuration de notre vécu, avec ses effets dépressifs, anxiogènes, etc. Oui, parce que moi, je me rappelle au moment du terrorisme, quand les militaires sont arrivés armés devant les écoles, ça faisait un drôle d'effet le matin quand même. Hein. Oui. Terrible. Ça, et là, alors là, les enfants, ils ont bien compris. Il n'y en a aucun qui soit passé à côté. Aucun n'a fait semblant de ne pas comprendre. Ils ont compris. C'est pour ça que je parlais de cette promesse que les adultes n'arrivent pas à tenir. Enfin, et de la désillusion. Ça fait aussi partie de la crise, si je puis dire, de la crise potentielle, parce que à partir du moment où personne ne représente l'autorité, où personne ne peut anticiper quoi que ce soit et personne ne peut protéger qui que ce soit, ben évidemment, il n'y a rien à entendre. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr. Du coup, ça me fait penser aussi, quand tu parles de promesses non tenues et de désillusions, c'est ça aussi qui ouvre la porte au complotisme. Et parce qu'on est toujours en train d'aller chercher un autre qu'on pourrait accuser. Hein? Alors, on voit bien comment ça marche chez les adultes, mais on voit bien aussi que on a vraiment une grande responsabilité par rapport à ce qu'on peut dire aux enfants à ce niveau-là. Hein? C'est-à-dire que, ben oui, la promesse n'est pas tenue, mais peut-être parce qu'on peut pas la tenir toute. On ne peut pas la tenir toute. C'est optimiste, Dominique.
C'est vrai? Bon, avec la mort, c'est optimiste quand oui. même. Non, mais la mort, elle est sûre. Elle est sûre, mais indépendamment du Covid, Mm. non? Mm. Oui. Bon, alors, voilà. Mm. Ce serait quoi la promesse non tenue? Comment tu, du coup? C'est-à-dire que les enfants partent du principe que les parents sont là quand même, ce sont les grands, les adultes, pour les protéger. Et là, il y a en effet, il y a une horizontalité. Actuellement, personne ne peut rien prévoir, personne ne peut rien dire, personne ne peut assurer quoi que ce soit. Donc les enfants, ils sont aussi quoi que nous. Ouais, c'est ça. Quoi. Voilà. Alors, donc, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir, poser des questions ou faire des remarques? Bon. Oui, non? Ça va? Bon. Je crois que c'est bon. Oui, apparemment. Bon. Bon, si c'est le cas, on va peut-être finir tout en remerciant encore une fois Marika Bergès, Dominique Janine, Jana, excusez-moi, et donc tous ceux qui sont là aussi avec nous en présence ou par Zoom. Et donc, je voudrais, au nom du cartel, vous inviter pour notre prochaine conférence qui aura lieu le 2 février. Bon, si tout continue comme ça, on ne sait jamais. Mais donc, c'est en présence et par Zoom également. Et la conférence, ça va être de Marie Amélie Lire, donc présidente du Centre des études freudiennes du Recife, Brésil, qui est psychanalyste et membre de la Ligue. Alors, donc, elle a intitulé son propos « Ce n'était pas une grippette, la nécropolitique à l'œuvre ». Donc voilà, on va encore parler de pandémie, cette fois-ci plutôt du Brésil. Voilà, donc on vous remercie. Pandémie bolsonaresque. Voilà. Tout à fait. Et donc, à très bientôt et bonne soirée. Merci de votre... Merci à vous.